La pierre de Jacob. D'un côté, c'est un bloc de grès assez laid, et de l'autre, il a une importance symbolique et sacrée considérable. Dans la Bible, c'est sur cette pierre que Jacob, le patriarche, aurait posé la tête avant d'avoir une vision du ciel. Jacob voit une échelle dressée entre le royaume terrestre et le royaume des cieux, et des anges qui montent et descendent. Donc, cette pierre sur laquelle il dormait représente une porte entre la terre et le ciel où vivent les anges. C'est l'une des plus belles histoires de la Genèse. Beaucoup pensent que la pierre est encore là où Jacob l'a laissée. Mais un homme croit avoir trouvé la preuve qu'elle est désormais dans les îles britanniques. J'ai découvert par hasard ce que je considère comme la preuve que cette pierre nous vient du Moyen-Orient. Voici le récit d'une quête hors du commun qui nous conduit dans les méandres du passé. Du saccage du temple de Jérusalem au premier mouvement migratoire vers l'Irlande, jusqu'au couronnement des rois d'Angleterre et d'Écosse sur la pierre de Jacob. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance de cette pierre. Adrian Gilbert est convaincu que la pierre de Jacob est aujourd'hui en Grande-Bretagne. Mais pourra-t-il, au terme d'une quête à travers les âges, prouver sa version extraordinaire de l'histoire ? Londres. C'est ici qu'habite un féru d'histoire. Adrian Gilbert est journaliste et auteur de plusieurs best-sellers. Il consacre sa vie à enquêter sur les récits et les mythes oubliés. La première fois qu'il a entendu parler de la pierre de Jacob, il n'était encore qu'étudiant, il y a 40 ans. En 1972, à l'âge de 21 ans, Adrian Gilbert se rend à Tel Aviv, en Israël, pour travailler dans une auberge de jeunesse. Il y fait une rencontre qui va changer sa vie. Il y avait un client dans l'auberge, je crois qu'il était canadien. Il avait l'air d'un vagabond et il était toujours en train de lire la Bible. Intrigué, Adrian Gilbert lui demande ce qu'il pense de ce nouvel État d'Israël réunifié. L'homme lui répond qu'Israël n'est pas réunifié, car pour l'instant, seuls les Juifs des 2 tribus du Sud sont revenus. Les 10 tribus perdues du Nord sont toujours en exil. Je n'avais jamais entendu ça. J'avais lu la Bible, mais personne ne m'avait appris ça. Le Canadien ajoute que lorsque toutes les tribus seront réunies, Jésus reprendra sa place sur son trône à Jérusalem. Je n'avais jamais entendu ça non plus. Puis il m'a parlé de la pierre. L'homme lui explique que le trône est une pierre, la pierre de Jacob, et qu'elle date de l'un des épisodes majeurs de l'histoire hébraïque. Dans la Bible, Isaac, le fils d'Abraham, a 2 fils, Ésaü et Jacob. Après avoir volé la bénédiction de son frère, Jacob s'enfuit et décide de faire une halte pour la nuit.
Il trouve une pierre en guise d'oreiller, s'allonge et s'endort. Cette nuit-là, il rêve des anges et d'une échelle dressée vers le ciel. À son réveil, il se dit qu'il doit être dans un lieu divin, sacré. Il le décrit comme la porte du ciel. Il met la pierre en position verticale, donc c'est une pierre sacrée dressée. Jacob nomme le lieu Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Il fait le serment qu'à partir de cet instant, la pierre sera la demeure de Dieu. L'histoire de la pierre de Jacob est l'un des récits majeurs de l'Ancien Testament. Adrian Gilbert est fasciné, mais le Canadien lui réserve une autre surprise. D'après lui, la pierre ne serait pas restée en Israël. Elle aurait été transportée à travers le Moyen-Orient et l'Afrique, jusqu'en Europe. Aujourd'hui, elle se trouverait en plein cœur de la capitale britannique, dans le joyau gothique de Londres, l'abbaye de Westminster, sous la chaise du couronnement. Adrian Gilbert est sans voix. Comment était-ce possible? Comment cette pierre sacrée pouvait-elle se retrouver en Angleterre? Cela ne pouvait pas être vrai. Londres, 1973. L'écrivain s'est remis au travail. Il est employé dans une maison d'édition. Mais il ne parvient pas à oublier les paroles du Canadien. Il veut savoir si la pierre de Jacob se trouve bien à Westminster, sous la chaise du couronnement. Il se rend à l'abbaye pour en avoir le cœur net. Au fond, se dit-il, il n'y a rien à perdre. Là, sous la chaise, il voit la pierre. J'étais subjugué. Je n'avais pas conscience que nous avions chez nous cette immense richesse historique, culturelle et très ancienne. Je trouvais ça fascinant. Il examine la chaise de près et fait une découverte étonnante. Il y avait une plaque à l'arrière où est écrit Bethel. C'est le nom que Jacob a donné à l'endroit où il s'est endormi. Et cela signifie la maison de Dieu. Cela voulait dire en substance que cette pierre abritait Dieu, qu'elle avait été bénie. Vous comprenez bien que si c'était vrai, cet objet avait une valeur culturelle inestimable. Une hypothèse prend forme dans son esprit. Le mystérieux Canadien de Tel Aviv ne plaisantait peut-être pas. L'oreiller de Jacob et la pierre du couronnement sont peut-être une seule et même pierre. Pour Gilbert, c'est tout à fait envisageable. Mais comment le prouver ? Il décide de remonter la piste de la pierre de Jacob le plus loin possible dans le temps. Il commence son enquête en Écosse. C'est là que se trouvait la pierre du couronnement avant qu'Édouard Ier d'Angleterre ne s'en empare en 1296.
Il concentre ses recherches sur l'abbaye de Scone, près de la ville de Perth. C'était l'une des plus grandes abbayes d'Écosse avant sa destruction en 1559. Aujourd'hui, une réplique de la pierre du couronnement, appelée pierre du destin, se dresse là où l'original servait de trône au roi d'Écosse. La première mention de la pierre en Écosse remonte aux chroniques de Jean de Fordun. Jean de Fordun était prêtre non loin d'Aberdeen. Il a écrit ses chroniques vers le milieu du XIVe siècle. Les chroniques de Fordun racontent en détail le couronnement et l'intronisation d'Alexandre III en 1249 à Scone. Quel meilleur siège en guise de trône qu'une pierre sacrée. Fordun décrit la cérémonie traditionnelle qui commençait à l'intérieur, devant le grand autel de l'abbaye de Scone. Adrian Gilbert vient de remonter l'histoire de 8 siècles. Mais il est encore très loin de l'époque de Jacob. Il découvre alors que Fordun a suivi une piste encore plus ancienne. La pierre aurait été introduite en Écosse en 500 après Jésus-Christ par un roi appelé Fergus. Il l'avait lui-même empruntée pour son couronnement au roi d'Irlande. La pierre serait restée près de 1000 ans à Tara, l'ancienne capitale irlandaise. Comme les Écossais, les rois irlandais s'en servaient comme pierre de couronnement. Ils pensaient qu'elle les rendait invincibles. De retour à Londres, Gilbert fait le bilan de ses recherches. Il a remonté la piste de la pierre de l'abbaye de Westminster jusqu'en Irlande. Afin de prouver qu'il s'agit bien du monolithe qui servit d'oreiller à Jacob, il doit maintenant expliquer comment il a pu parcourir 5000 km depuis la Terre Sainte. Il consulte la plus ancienne source existante, la Bible. Il découvre un potentiel indice dans un événement dramatique de l'Ancien Testament. En 586 avant Jésus-Christ, le peuple élu de Dieu, les Hébreux, subit une agression d'une violence terrible. Le puissant empire babylonien envahit la Terre Sainte. Jérusalem est mise à sac et pillée. C'est raconté dans le livre des Lamentations, qui est un livre vraiment atroce, terriblement triste et tragique. Il décrit dans les moindres détails les horreurs que les habitants de la ville ont subies pendant le siège. Beaucoup d'images de cadavres, de personnes affamées, toute la détresse et le désespoir d'une communauté abandonnée. Adrian Gilbert remarque que certains des plus beaux trésors de la ville disparaissent dans la bataille. La pierre de Jacob est peut-être parmi ces trésors. Mais qui aurait intérêt à la voler? Le suspect numéro 1 est mentionné dans la Bible. Il s'appelle Jérémie. C'est un prophète, un prêtre et un noble respecté par la communauté.
Jérémie était probablement bien né. En tout cas, il côtoyait la haute société et les dirigeants de son pays. Comme il était prophète, il ne mâchait pas ses mots. Il a dit au roi qu'il avait perdu la partie, que les Babyloniens allaient conquérir la ville. Dans le livre de Jérémie, il est écrit que suite à la destruction de Jérusalem, le prophète s'enfuit. La Bible raconte comment Jérémie a fui en Égypte en emmenant la princesse de la famille royale. D'après Gilbert, Jérémie a peut-être voulu sauver certains trésors, comme la pierre de Jacob. Les fugitifs rejoignent la ville de Taphnis, une enclave grecque en Égypte, sur la côte méditerranéenne. L'écrivain pense que Jérémie aurait alors placé la pierre, ainsi que d'autres objets religieux, dans un nouveau lieu de culte. Nous savons, grâce à certains écrits authentifiés, que les habitants de Taphnis avaient construit un autre temple. Cela expliquerait comment la pierre de Jacob serait remontée jusqu'en Égypte. Mais la piste s'arrête là. À partir de cette époque, Gilbert perd la trace de Jérémie dans la Bible. Comment alors la pierre aurait-elle voyagé de l'Égypte à l'Irlande ? L'écrivain se replonge dans les chroniques de Fordun, dans lesquelles on trouve la plus ancienne référence à la pierre. Il y apprend qu'un noble et mercenaire grec, prénommé Milétus, vit alors en Égypte. Il traverse sans doute régulièrement Taphnis, qui est à la fois le bastion des mercenaires grecs dans la région et depuis peu, la nouvelle demeure de Jérémie. Adrian Gilbert en déduit que le prophète étant noble, il a très bien pu se lier d'amitié avec Milétus. Si Jérémie s'est installé en Égypte, il est fort probable qu'il y a rencontré d'autres communautés immigrées. Les mercenaires étrangers fréquentaient beaucoup les pays puissants. Mais à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte se déchire. Il y a eu une révolution en Égypte. Un pharaon a été détrôné et un autre a pris sa place. Le nouveau n'aimait pas les mercenaires et les a mis dehors. D'après Jean de Fordun, Milétus prend alors la fuite avec ses partisans. Et, détail d'importance, il s'enfuit avec une pierre, surnommée la pierre des pharaons. C'est l'indice qu'Adrian Gilbert cherchait. Il se demande si Jérémie et Milétus n'auraient pas fui l'Égypte ensemble avec la pierre de Jacob. Ce n'est pas du tout improbable ni impossible que les Hébreux aient emporté la pierre quand ils ont fui l'Égypte. Cette fois, l'écrivain n'a plus de doute. La pierre des pharaons est bien l'oreiller de Jacob. Mais comment est-elle arrivée jusqu'en Irlande ? Toujours d'après Fordun, Milétus prend la direction de l'ouest et traverse l'Afrique du Nord. De là, il embarque vers l'Europe du Nord et fait escale en Espagne. Il s'installe dans la ville de Brigantia, aujourd'hui la Corogne. Mais bientôt, ses partisans se retrouvent attaqués par des tribus espagnoles hostiles. Et ils doivent chercher une nouvelle terre d'asile. C'est en cette période de crise que leur chef Milétus trouve la mort.
L'avenir de son peuple et de la pierre qu'il transporte est en péril. Gilbert est à nouveau dans une impasse. Il a retracé le parcours de ce qu'il pense être la pierre de Jacob depuis la Terre Sainte jusqu'au nord de l'Espagne. Mais il lui reste à démontrer comment elle serait arrivée en Irlande. La réponse se trouve peut-être dans le monastère isolé de Clonmacnoise, dans le comté d'Offaly, en Irlande. Ce monastère était un lieu d'érudition important, où de célèbres chroniques irlandaises ont été écrites, les Annales de Clonmacnoise. Ces annales racontent l'histoire d'un personnage mystérieux nommé Ollam Fodla, qui aurait débarqué en Irlande accompagné d'une princesse orientale. Ollam Fodla et son groupe auraient transporté des reliques anciennes. Une harpe, un coffre, mais aussi une pierre. Adrian Gilbert n'en revient pas. Cette princesse serait-elle la même que celle qui a fui Jérusalem ? Ollam Fodla serait-il Jérémie ? Et dans ce cas, la pierre serait-elle celle de Jacob ? Fort de ces nouvelles informations, l'écrivain peut maintenant retracer l'itinéraire jusqu'en Irlande. De la Terre Sainte, Jérémie a emporté la pierre en Égypte. Là, il a rencontré Milétus et s'est joint à lui dans sa fuite. Les chroniques de Fordin nous racontent que Milétus a quitté l'Égypte et traversé l'Afrique du Nord avec ses partisans. D'abord jusqu'en Espagne, puis jusqu'en Irlande, en emportant la pierre. Tout semble concorder, à un détail près. D'après les historiens, il n'existe aucune preuve de l'arrivée du mercenaire jusqu'en Irlande. Le nom Milétus serait une erreur de traduction. Dans les premiers récits de la colonisation de l'Irlande par les Gaëls, le chef le plus éminent de l'expédition est simplement appelé en latin Miles Spaniae, soldat d'Espagne. C'est traduit en irlandais par Mil Espagna, qui signifie exactement la même chose. Mil est ensuite transposé en nom propre, dont la forme longue en irlandais est Mileth. Quand plus tard des auteurs ont réécrit l'histoire en latin, ils ont simplement changé la forme irlandaise gaélique en une forme compatible avec la phonétique latine. Donc Miletus est tout simplement une version latine du nom Mileth. Si Milétus n'est pas un mercenaire grec, mais un soldat d'Espagne, alors l'hypothèse du grand voyage de la pierre ne tient plus debout. L'enquête d'Adrian Gilbert s'effondre comme un château de cartes. Afin de prouver que la pierre du couronnement est celle de Jacob, il doit trouver un autre personnage biblique susceptible de l'avoir emporté depuis la Terre Sainte. Il consulte à nouveau l'Ancien Testament. Avant l'invasion de Jérusalem par les Babyloniens au VIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu une autre invasion, 150 ans plus tôt.
Israël s'est rebellé contre les suzerains assyriens. Les Assyriens ont riposté et vers 721 avant Jésus-Christ, ils ont anéanti la plupart des grandes villes et communautés dans le nord d'Israël. L'une de leurs cibles est Béthel, là où Jacob a posé la tête sur son oreiller de pierre et rêvé du ciel. Béthel se trouve alors près d'une région occupée par la tribu israélite de Dan, qui dispose d'un accès à la mer. Les membres de la tribu se sont peut-être enfuis avec la pierre de Jacob. Que feriez-vous si une redoutable armée d'Assyriens envahissait votre pays et menaçait de vous réduire en esclavage? Si vous viviez sur la côte et que vous aviez des navires à disposition, je pense que vous prendriez la fuite. Si la tribu de Dan a en effet quitté la Terre Sainte avec la pierre, elle a toutes les raisons de naviguer jusqu'en Irlande. Les membres de cette tribu, comme les Phéniciens, étaient des marchands. Ils transportaient sans doute de l'huile du Moyen-Orient pour la vendre au peuple du Nord et leur acheter les métaux dont ils avaient besoin, de l'or et de l'argent. Et à l'époque, l'un des pays riches en or et en argent est l'Irlande. Cela ne paraît pas totalement tiré par les cheveux de penser que certains membres de la tribu de Dan ont fui à bord de leur bateau jusqu'en Irlande avec la pierre. L'hypothèse a de quoi séduire. Mais est-il possible de prouver que ces navigateurs hébreux ont bel et bien accosté en Irlande? Gilbert espère dénicher des indices dans les textes irlandais anciens. Le Lebor Gabála Érenn, récit majeur de l'époque médiévale, et les annales de Clon MacNoise évoquent un peuple mystérieux, la tribu de Tuatha Dé Danann. La ressemblance phonétique entre les deux noms est frappante. Tuatha Dé Danann, la tribu de Dan. S'agirait-il du même peuple? Pour l'écrivain, la question essentielle est de savoir si les deux tribus sont arrivées en Irlande à la même époque. La tribu de Dan se serait enfuie pendant l'occupation assyrienne, soit entre 720 et 680 avant Jésus-Christ. Les textes gaéliques indiquent que celle de Tuatha Dé Danann aurait débarqué entre 700 et 685 avant Jésus-Christ. Pour Gilbert, cela ne peut pas être une coïncidence. Tout porte à croire qu'il s'agit bien de la tribu israélite. Pourtant, certains historiens affirment que ces mystérieux navigateurs n'ont jamais existé. Ils ne seraient que des esprits païens. Rien n'indique que les Tuatha Dé Danann sont des personnages historiques, car ils sont très clairement, du moins au stade embryonnaire, des divinités pré-chrétiennes. Des érudits spécialistes de l'histoire médiévale et qui connaissaient bien le livre de l'Exode et les mouvements migratoires évoqués dans la Bible les ont tout simplement inventés. Mais Adrian Gilbert n'est pas de cet avis. Une théorie affirme que les Tuatha Dé Danann étaient des dieux celtes des enfers. Mais ce n'est pas ce que les annales nous disent. Elles nous parlent d'individus qui ont émigré là-bas, ont été vaincus et sont alors devenus des esprits.
L'écrivain est convaincu, du moins en théorie, que la pierre de Jacob a pu arriver en Irlande et de là rejoindre l'Écosse et enfin l'abbaye de Westminster. J'avais besoin d'informations plus tangibles, plus concrètes, qui me permettraient de prouver indiscutablement que cette pierre venait du Moyen-Orient. Cela fait maintenant 4 ans que Gilbert s'est lancé dans cette extraordinaire aventure. Un jour, alors qu'il se promène dans les rues de Londres, il passe devant une librairie dirigée par une association israélo-britannique. J'ai poussé la porte par curiosité et j'ai découvert que ces gens disaient la même chose que le Canadien que j'avais rencontré à Tel Aviv. Les membres de cette association ont une étrange histoire à raconter. Les Juifs étaient il y a très longtemps le peuple élu de Dieu. Mais cet honneur a depuis été transmis aux Britanniques. D'après cet enseignement, nous sommes les héritiers de l'ancien Israël, par la naissance et par la promesse du trône. Nous sommes là pour établir le royaume de Dieu sur terre, en tant que peuple serviteur et peuple témoin, et pour mener les nations vers la paix. Cette croyance est enracinée dans la société britannique depuis le 7e siècle, quand le moine Bède le Vénérable a déclaré que les Anglais étaient les successeurs spirituels des Juifs. Encore aujourd'hui, les couronnements en Grande-Bretagne s'inspirent des anciens rites israélites. Et bien sûr, les souverains britanniques seraient intronisés sur la pierre de Jacob. Ces comparaisons sont édifiantes, mais Adrian Gilbert a besoin de faits concrets. Il se plonge dans les archives de l'association en quête d'une preuve scientifique qui confirmerait les origines israéliennes de la pierre de Westminster. Et à son grand étonnement, il trouve ce qu'il cherche. En 1924, l'association finance des analyses géologiques sur la pierre. Le géologue canadien Edward Odlum se rend à l'abbaye de Westminster. Il observe à la loupe la pierre du couronnement. Son objectif est de comparer sa composition à celle de pierres provenant de la Terre Sainte. Le géologue se rend en Palestine, et plus précisément à Bethel, là où Jacob s'est allongé sur son oreiller de pierre. Edward Odlum est allé en Palestine et a passé du temps à examiner des pierres. Il cherche une pierre qui pourrait correspondre à ce qu'il a vu à Westminster. Pendant des semaines, il cherche, en vain. Alors qu'il est prêt d'abandonner, il tente une dernière fois sa chance et s'enfonce dans un passage étroit entre les rochers. Là, il croit reconnaître une pierre.
Elle lui semble identique à celle de l'abbaye de Westminster. De retour à Londres, le géologue envoie immédiatement une requête à l'archevêque de Canterbury. Il veut analyser et comparer le spécimen trouvé à Bethel à la pierre du couronnement. Mais l'archevêque refuse catégoriquement. Édouard Odlum n'ira pas plus loin. Plus de 50 ans plus tard, Adrian Gilbert est confronté au même problème. J'étais intrigué par la pierre, mais en même temps, mon enquête était dans une impasse. Alors je l'ai laissée de côté pendant assez longtemps. Durant 20 longues années, Gilbert abandonne tout espoir d'élucider le mystère. Il ne se doute pas que le Premier ministre britannique en personne va venir à son secours. Le 30 novembre 1996, le gouvernement de John Major autorise le retour de la pierre du destin en Écosse. Le Premier ministre pense que cette initiative calmera les velléités d'indépendance du Parti nationaliste écossais. La pierre rentre au pays en grande pompe. Elle prend sa place dans le château d'Édimbourg. Gilbert est ravi d'apprendre que l'Agence des monuments historiques s'intéresse aux origines de la pierre. Elle veut l'examiner pour connaître une bonne fois pour toutes son parcours. Ce que l'agence a voulu faire, c'est étudier, analyser et identifier la pierre, sa composition, pour obtenir des données objectives. Adrian Gilbert attend ce moment depuis 20 ans. Je suis un peu un détective. J'aime enquêter et faire tout mon possible pour découvrir la vérité. Cette fois, c'est certain, il aura bientôt la preuve que la pierre vient de la Terre Sainte. Le premier expert à l'examiner s'appelle Peter Hill. Il est tailleur de pierre. J'avais l'impression d'être dans un roman d'espionnage en raison du dispositif de sécurité engagé. Il fallait franchir des portiques de sécurité, la police venait régulièrement vérifier que tout allait bien. Il cherche tout d'abord à déterminer l'âge de la pierre. L'usure extrême des anneaux indique qu'ils ont été insérés il y a très longtemps. C'est une nouvelle encourageante. Mais les recherches piétinent rapidement. Gilbert pense que les cupules sur la face avant de la pierre en disent long sur ses origines. C'est effectivement le cas, mais pas dans le sens espéré. D'après Peter Hill, ces marques sont caractéristiques des pierres pictes, des pierres écossaises très anciennes. Il y a 2 ou 3 creux sur la face inférieure de la pierre qui ressemblent à des cupules de l'âge du bronze, comme on en rencontre sur des sites de cette époque et plus tard sur des pierres pictes. C'est un coup dur pour Gilbert. La preuve que la pierre vient plus probablement d'une carrière en Écosse que de la Terre Sainte.
Il a démontré que la pierre de Jacob avait pu en théorie remonter jusqu'en Irlande. Mais il n'a encore rien trouvé qui confirme qu'il s'agit de la pierre du couronnement. Il place ses derniers espoirs dans une nouvelle étude commandée par l'Agence écossaise des monuments historiques. L'Institut britannique d'études géologiques compte des experts de renommée internationale. Le géologue Emrys Phillips va à son tour examiner la composition de la pierre du couronnement. L'objectif de l'enquête était d'identifier la source de la pierre, la formation géologique dont elle provenait. Il prélève de minuscules échantillons de la pierre qui se trouvent désormais dans le château d'Édimbourg. Le meilleur instrument d'un géologue, ce sont ses yeux. En observant une pierre au microscope, on peut identifier les grains minéraux qui constituent la roche. C'est comme une empreinte digitale microscopique. Chaque pierre renferme des informations géologiques sur la région dont elle vient. C'est un processus long et fastidieux. Le premier élément que nous avons trouvé, c'est que les grains minéraux de la pierre, le sable, le quartz, le feldspath et les petits fragments de roches magmatiques nous indiquaient qu'elle avait été déposée par une rivière qui coulait dans une région volcanique. Mais les premières observations ne sont pas encourageantes. L'une des hypothèses était que la pierre venait du Moyen-Orient. Mais sa nature même, comparée à la composition géologique des roches qu'on trouve dans cette région, était différente. Autre information capitale, le feldspath est un minéral très fragile. Il se désintègre lorsqu'il est transporté sur de longues distances. Si cette pierre est celle de Jacob, le fait qu'elle ait résisté à un voyage de 5000 km et traversé 3 millénaires relève du miracle. Emrys Phillips oriente ses hypothèses vers un site d'origine moins éloignée. Le château de Dunstaffnage à Oban, dans l'ouest de l'Écosse. Au début du XIIIe siècle, il était le bastion du clan MacDougall. Le géologue pense que le grès utilisé pour la construction du château pourrait être le même que celui de la pierre du destin. Elle ressemblait beaucoup aux pierres qui encadraient les fenêtres et les portes du château de Dunstaffnage. Il rentre au laboratoire et entreprend de comparer les deux. Dès que nous avons commencé à analyser le grès de cette région, nous avons vu que la composition était extrêmement différente. Les échantillons du château étaient très riches en roches volcaniques. Ils contenaient beaucoup de petits fragments de basalte et moins de quartz et de feldspath. Les deux roches étaient diamétralement opposées. La pierre du couronnement ne vient pas du château. La déception de l'un fait le bonheur de l'autre. Adrian Gilbert est presque soulagé. Emrys Phillips poursuit ses recherches en Écosse. Gilbert n'a d'autre choix que d'attendre. Après avoir éliminé le château, l'étape suivante était d'examiner les pierres d'autres régions. Nous avons fait des analyses sur des grès anciens, ailleurs, en Écosse, et comparé les résultats. En procédant par élimination, grâce à notre collection d'échantillons, nous sommes arrivés à la région de Perth. Perth se trouve près de l'abbaye de Scone. Ce n'est peut-être pas un hasard. C'est là que la pierre a été reprise par les Anglais en 1296. Le géologue oriente ses recherches
autour de l'abbaye. Nous avons regardé sur des cartes et des registres anciens s'il y avait des carrières dont l'âge correspondait. Puis nous avons prélevé des échantillons de chacune de ces carrières dans notre collection et les avons comparés avec la pierre du couronnement. Phillips n'en croit pas ses yeux. Il découvre que le grès près de l'abbaye de Scone contient aussi des grains instables, comme la pierre du destin. Le verdict est sans appel. C'était comme une enquête policière. Nous avons mis toutes les informations bout à bout et nous en avons déduit que l'origine probable de la pierre était une carrière appelée Quarry Mill, juste à côté de l'abbaye de Scone. C'est un moment historique pour le peuple écossais dont les revendications apparaissent soudain légitimes. Mais Adrian Gilbert et tous ceux qui croient intimement à son hypothèse ne sont pas convaincus par les conclusions de l'étude. Ils ne pouvaient pas dire le contraire. C'est la vision étriquée des gens qui ne connaissent rien à l'histoire. De précédentes études situent la pierre en Palestine. Gilbert veut suivre une dernière piste qui pourrait prouver que la pierre provient du Moyen-Orient. Démontrer que la pierre est d'origine écossaise ne contredit pas nécessairement la légende. Cela veut peut-être tout simplement dire que c'est une copie. Il en existe d'autres. Le grès est sujet à l'usure du temps. Les bâtiments en grès doivent souvent être reconstruits ou restaurés. La pierre de Jacob a très bien pu être remplacée au fil des siècles à mesure qu'elle s'effritait. Cette dernière tentative peut sembler désespérée. Mais les experts confirment que la pierre a été gravement endommagée. Il y a énormément de dégâts autour des angles inférieurs de la pierre. Certainement parce qu'elle a été manipulée sans ménagement à un moment ou à un autre. La pierre de Jacob s'est peut-être aussi brisée lors de son transport depuis la Terre Sainte. Je pense que cette pierre, si ce n'est pas l'original, a été taillée d'après l'original. Encore aujourd'hui, beaucoup pensent que la pierre du couronnement provient de la Terre Sainte. Je suis convaincu qu'il s'agit de la pierre de Jacob. Adrian Gilbert ne trouvera sans doute jamais la preuve qu'il cherche. En dépit du débat sur ses origines, l'immense valeur symbolique de la pierre reste indéniable. La conclusion est que la pierre est un emblème culturel considérable. C'est probablement le plus beau symbole d'identité nationale que nous ayons en Écosse. La pierre des rois a redonné prestige et légitimité à ses détenteurs historiques, et ce, pour des siècles et des siècles. Ce n'est finalement pas si important, à mon avis, qu'il s'agisse de la pierre sur laquelle Jacob a effectivement posé la tête et vu des anges monter et descendre sur une échelle. L'important est qu'elle ait un jour représenté cet événement et qu'elle en reste le symbole aujourd'hui encore.